Nous sommes ensemble pendant un peu plus d'une heure à discuter de la nécessité d'une prospérité partagée. Je vais tout de suite passer la parole aux membres du cercle qui préside la séance, Akiko. Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour cette séance sur la nécessité d'une prospérité partagée. Comme l'a dit Éric Le Boucher, l'inégalité dans les années récentes, c'est moins quelque chose qui se passe entre pays. L'inégalité entre pays est en train de se résorber, mais c'est bien une inégalité croissante au sein des pays, en tout cas au sein de certains pays émergents. Elle diminue un tout petit peu au Brésil, elle augmente en Chine, en Inde et dans les pays au sud de la Méditerranée. Cette inégalité ne va pas se résorber de manière naturelle. Il y a vraiment une nécessité de travailler sur cette réduction des inégalités. Avant, on pensait que l'économie allait passer de l'agriculture à l'industrie. C'était le modèle de développement qu'on appelle le modèle dual. Tout le monde était pauvre, pour résumer, dans l'agriculture, et peu à peu, certains, un petit nombre, puis de plus en plus de gens allaient passer dans le secteur moderne, dans l'industrie. L'inégalité, donc, allait augmenter au début, puisqu'il y aurait juste a happy few, et puis, au fur et à mesure que tout le monde passerait dans l'industrie, l'inégalité allait se résorber. C'est la conjoncture de Kuznets. L'inégalité peut se réduire de manière naturelle avec la croissance. En fait, ce n'est pas vrai. Le modèle de développement avec internalisation, avec globalisation, est différent. L'internalisation de nos jours, c'est la fragmentation de la production. On ne produit plus on n'échange plus un produit fini, on échange des bouts de la chaîne de valeur. Donc, un pays en développement qui veut s'internaliser n'a pas à faire les plaques de fer, puis l'acier, puis la voiture. Il peut se contenter de faire de la carrosserie. Et donc, il lui suffit d'attirer, encore faut-il qu'il ait des voisins, notamment l'intégration régionale est importante, des voisins qui veulent bien lui octroyer un bout de la chaîne, mais il lui suffit d'attirer un bout de cette chaîne de valeur internationale. Donc l'émergence, c'est pas seulement la croissance à mon avis, c'est aussi une émergence comme un iceberg. Un iceberg, il y a une partie émergée, une partie qui est au niveau international, au meilleur niveau, et puis tout le reste qui est beaucoup plus bas, qui est quelque part, avec cette internalisation nouvelle manière, la fragmentation de la production pourrait faire que, d'un point de vue d'efficacité productive, ce n'est pas la peine d'augmenter, d'améliorer ce bas de l'iceberg. Ainsi, l'inégalité augmente au sein des secteurs. Il y a Bangalore dans l'industrie, mais en Inde, mais il y a aussi les services à la personne et tous ces services qui ne seront jamais exportés en Inde. Donc, il faut réfléchir à cette coexistence d'une élite à un niveau international et des pauvres qui n'ont pas d'allocation chômage, qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de revenus réguliers, dont la vie est caractérisée par le risque. Et donc, quand on est pauvre et qu'on n'a pas de filet social et qu'on a en face de risque, on diversifie. On a plusieurs activités par jour. Du coup, on ne peut pas accumuler ni de savoir-faire, ni d'actifs. À partir de ces remarques, je voudrais adresser 3 questions. Comment prendre en compte cet environnement risqué dans nos réflexions ? Deuxièmement, comment, dans une société inégale, où les élites sont déjà tout, comment mettre en place de la redistribution ? Et enfin, quelle responsabilité pour les pays, nous, plongés dans la mondialisation, dans les chaînes de valeur internationales, quelle responsabilité vers cette prospérité partagée ? Merci Akiko. Alors le risque, Richard Sennett, le risque est notamment un des premiers risques, vous m'expliquiez, est celui tout simplement de la sécurité. Parce que nous vivons, l'ensemble des habitants de la planète vivent de plus en plus dans des zones urbaines où la sécurité est devenue le problème. Merci. Vous devez m'excuser si je parle en anglais, mon français est épouvantable. I'd just like to make a few general remarks on this subject based
on work that teams at the London School of Economics have been doing about poor people who are moving in China and in India to Shanghai and to Mumbai. And the work is ethnographic, and what I have to say to you is more qualitative than quantitative. What most surprised me about this work was that although inequality figures to us as a kind of almost icon of modern capitalism, it's not a concept that is much on the minds of these very poor urban migrants. They have known inequality all their life. It's not news to them. What's on their minds is insecurity, as you say, but it's an insecurity about how they should behave, in their work, in order to survive in an urbanized, largely globalized situation. For instance, I give you an example. They are used to negotiating informally relations with powerful people who may be abusive to them, or indeed very abusive to them, but face to face. It's a shock to them to encounter work rules which are bureaucratized, in which there is no informal negotiation, because the source of those rules is in another country. So that this is a very complex set of studies our school has been doing. But one of the things that we're finding is that it's the loss of, if you like, a connaissance about how to survive, how to work, which is on the minds of people rather than the simple fact that they're subject to economic injustice. That they take for granted. That is a reflection, that is an interpretation on their part, which I think is worth reflection here in the West as well. Has a discourse that's been so centered on inequality of wealth blinded us to deeper structural problems in neoliberal capitalism, which have to do with the quality of experience? That is to say, you might have a system that somewhat redistributed wealth, attack that famous 1% on the top. Yet this would do almost nothing to assuage the notion of, for instance, loss of face-to-face negotiation between the strong and the weak. Nothing. My worry is that a lot of the discussions of globalization wind up into calculations of numbers, rather than an understanding of the structure of experience. It's true in the West, as we are finding for the people we're studying in Mumbai and Shanghai, that, for instance, issues like short-term labor with an absent employer are confusing, disorienting to them. They're disorienting to us as well. Employer says, I don't know, I don't even know who I work for, who's responsible in the end for power. So, I mean, the point I simply want to make to you is about, it's not a question of thinking about inequality as something which is a self-standing issue or measure by which people are trying to make sense of globalized neoliberal capitalism. They're trying to make it in another domain, which is the domain of work, and they're trying to make it through structures
of experience which no longer seem to apply to the work lives that they lead. And so I think if we look at prosperity in that more qualitative way, do you feel competent to deal with the challenges in your life? That this leads us in a different set of reflections on the nature of globalized capitalism today. Thank you. Merci beaucoup, c'est vrai qui est très concret. Vous nous direz comment on fait pour ce face-to-face, arriver à résoudre le problème du faible au fort. Enfin, quelles sont les méthodes en une minute? What to do? Well, in 1 minute. Oh, 1 minute. One lifetime? Yeah. I mean, the simplest solution would be disastrous. That is, to forbid these businesses to operate or for these people. So the question is, how do we change the way these businesses operate rather than small business versus large business? I give you one example since you give me a minute on this. Half a minute. In the Gulf, as you know, construction workers give over their passports. Even it's illegal, but they give over their passports to construction companies. This is a way of holding construction workers in slavery. Yeah. We have, and I know this as a member of the International Labor Organization, we have no way to change that labor practice. We have no instrument. It's illegal, it's unjust, but we have no coercive way to change how those companies operate, or even whom to hold responsible. So that's the kind of change. I think what we need is institutional change in the structure of power, rather than quantitative measures of inequality or distribution. It seems to me it avoids the basic problems of how it is that we can make labor more just. Thank you. André Azoulay, alors Akiko disait qu'il y a désormais la production se fait par chaîne de valeur, distribuée, etc., ce qui rendait les considérations régionales très importantes. Je vous cherchais, oui. Voilà. Et donc, voilà, vous voulez nous expliquer que c'est tout à fait ça, qu'il y a besoin d'intégration régionale, et en particulier entre l'Europe et l'Afrique. Intégration régionale, mais c'est-à-dire que quand je relis le titre de notre session d'aujourd'hui, prospérité partagée, je ne peux pas ne pas penser immédiatement à ce que nous, Euro-Méditerranéens, essayons de construire ensemble et de faire avec vous en quelques minutes un état des lieux qui est à la fois inquiétant, mais pas désespérant. Quand on parle de Méditerranée aujourd'hui, quand vous êtes devant votre écran de télévision et que vous lisez votre journal du matin, c'est un espace qui est celui de la régression, un espace qui est celui de toutes les peurs, celui de la fracture et celui de tellement de sang. Et c'est pourtant dans cet espace que l'Union européenne, avec l'espace qui est le mien au sud de la Méditerranée, construit tous les jours un partenariat qui pèse lourd. Au sud de la Méditerranée, l'Union européenne est à la fois le premier de la classe, toutes catégories confondues, premier client, premier fournisseur, premier investisseur, premier pourvoyeur de tous les flux que l'on peut avoir en mémoire, scientifique, culturel, humain, économique. À tous égards, donc, le partenaire privilégié. Et ce partenariat crée de la richesse. Crée de la richesse et, d'évidence, quand on est un pays comme le mien, le Maroc, qui a comme partenaire l'Union européenne, on sait à la fin de la journée à qui le libre-échange que nous avons conclu va profiter le plus. Les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne ont été multipliés par 10 entre l'an 2000 et 2014. Dans le même temps, le déficit
de notre balance commerciale avec l'Union européenne s'est agrafé pratiquement de la même proportion. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons de l'Union européenne, en termes d'investissement, en termes de dons, en termes de prêts, est pratiquement absorbé, année après année, par notre déficit commercial. Nous survivons parce que la communauté marocaine à l'étranger a la bonne idée de transférer une grande partie de l'épargne qu'elle accumule chez nous, le tourisme fonctionne, ça tient en gros la route, il n'y a pas de drame, on ne va pas descendre dans la rue parce que notre déficit commercial est multiplié par 10 en l'espace de 14 ans avec l'Union européenne. Mais ce partenariat qui a du sens stratégiquement, politiquement, économiquement, culturellement, démographiquement, ce partenariat qui est articulé, organisé, à partir d'un surplomb qui est celui du Nord, qu'il s'agisse de la gouvernance, qu'il s'agisse du partage de la valeur ajoutée que nous créons ensemble, qu'il s'agisse de la détermination à la fois des potentiels ou des limites du partenariat qui est le nôtre, tout ceci se décide à Bruxelles et nous l'avons accepté. Mais aujourd'hui, je crois que nous arrivons à un temps et à une limite qui nous impose de réfléchir ensemble à une rupture avec ce qu'a été ce partenariat pendant longtemps. Et ça n'est pas une rupture parce que nous avons échoué, c'est une rupture qui s'impose parce qu'il faut protéger ce partenariat. On ne pourra plus accepter longtemps, et les générations montantes l'accepteront de moins en moins, cette asymétrie. Et cette asymétrie n'est pas nécessairement garante de la pérennité, de la sécurité, de la convivialité et de la proximité que les deux rives de la Méditerranée aspirent à reconquérir et à retrouver. Donc l'appel que je m'emploie à lancer dans tous les espaces où je me déploie en tant qu'euro-méditerranéen convaincu et militant, c'est de dire le moment est venu de construire autre chose. Cette asymétrie est porteuse de risques, cette asymétrie est porteuse de précarité, cette asymétrie devient illégitime. Mais André, comment on améliore les choses ? On améliore les choses en revoyant l'équation. Mais concrètement ? Concrètement, la logique de ce partenariat est d'abord fondée sur des accords de libre-échange dont on mesure la limite. Et ça n'est pas vrai seulement avec l'Union européenne. Si je prends le cas du Maroc encore dans les accords de libre-échange que nous avons conclus avec les États-Unis, notre déficit s'est accru, a été multiplié par 4 depuis 2006, le moment où nous avons mis en œuvre cet accord. C'est systémique. Mais avec l'Union européenne, évidemment, qui pèse pour les 2/3 dans le paysage économique du sud de la Méditerranée, on doit revoir la donne. On doit revoir la perspective stratégique de ce partenariat. Mais est-ce que ça il sera toujours dissymétrique et il ne sera jamais égal, si vous le permettez, Eric. Je veux dire que la réponse, elle est aussi en termes de compensation. On ne peut pas avoir cette asymétrie et maintenir la logique de ce partenariat pour des marchandises, des biens et des services qui circulent librement et une régression à la fois politique et intellectuelle et sécuritaire quand il s'agit de la liberté de circulation des personnes. Ceci n'est pas une menace ni une révolution que nous demandons à l'Union européenne, c'est simplement le réalisme, le bon sens, la modernité et la confiance. Oui, parce qu'il y a une autre donne possible en termes de gestion des flux migratoires. Et on ne peut pas dissocier ce que j'évoquais tout à l'heure d'asymétrique avec le fait qu'aujourd'hui encore, toutes les semaines, tous les mois, des gens meurent en voulant traverser la Méditerranée, et je suis sidéré par le fait que ces cadavres qui s'amoncellent en Italie ou ailleurs, sur les plages européennes, ne créent pas plus d'émoi dans nos opinions publiques, dans les opinions publiques du Nord. Mais je ne veux pas ici, encore une fois, faire du sentimentalisme ou avoir la naïveté de penser qu'il suffit d'une baguette magique. Je dis qu'aujourd'hui, il faut revoir la donne, il faut revoir la copie. Il y a une autre feuille de route à bâtir pour le partenariat euro-méditerranéen. Elle est économique, elle est politique, elle est culturelle, elle est humaine, elle est stratégique.
Et je le dis parce qu'il y a une sorte de rendez-vous que l'histoire nous donne aujourd'hui. Nous sommes à un moment où nos sociétés au Sud connaissent une révolution dont il faut juger la portée et dont il faut analyser la qualité sur la durée. Aujourd'hui, en Occident, ces révolutions sont l'expression du sang, très souvent, et de la confrontation. Moi, je fais le pari que nos pays, ceux qui se profilent dans les 15, 20, 30, 40 ans qui viennent, seront des pays qui seront plus que jamais proches des valeurs qui sont celles de l'Europe et qui sont des valeurs universelles. Il faut que l'on comprenne que ces révolutions ont permis à l'Occident d'écouter, de découvrir. Il a fallu du sang pour cela. Que les mots de liberté, les mots de justice, les mots de dignité, les mots de diversité se disent et s'écrivent en arabe. Qui l'avait su et qui l'avait appris avant. Donc, situons-nous dans cette perspective longue et donnons ces chances, toutes ces chances, par plus de justice, plus d'équité, plus d'ambition à ce partenariat qui est déterminant pour l'Occident européen. Déterminant pour ce que je disais, déterminant parce que si nous réussissons là à faire cette révolution, c'est la porte pour l'Union européenne d'entrer en Afrique. Et l'Afrique demain, l'Europe ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Merci beaucoup, vous avez été très clair. Alors on va changer de continent, l'Inde, pays extrêmement inégalitaire, pour mille un tas de raisons emboîtées ou surajoutées les unes sur les autres. David Draw. I'll speak in English, but I'll answer questions in French. Shared prosperity. My point of departure on shared prosperity is that in countries like India, like Bangladesh, Pakistan, Indonesia, and Africa, Nigeria, all the big countries that population countries that we can think of, most of the population is in the informal sector. For the informal sector, shared prosperity is not a personal attribute, it's a collective attribute. It's also not a right. It is something that is gained through maintaining networks that are collective. So, in this context, if we are talking about 3 to 4 billion people, not all poor, but all very conveniently defining themselves as in the base or bottom of the pyramid, welfare gains in this context can occur either through pooling of resources, of efforts within communities, or through charity and subsidies coming from the outside. So let's look first of all at subsidies and charity. Most of the population is in the informal sector, not only out of obligation, not only because the state is dysfunctional, but also because it is a very logical choice. If you're in the informal sector, it means that you are actually functioning in a small-scale society. 90% of the jobs which are created in India are created by companies with less than 20 people. 90% of the jobs. Agriculture, most of the agriculture, that means 70% of Indian population and all of the food production of Southeast Asia is through smallholder farmers whose average size of land is half an acre. There is no agri-industry, so you need to manage everything small scale. Everything depends on reciprocity. Nobody can live alone in this context. Now, people who are in the informal sector, of course, escape taxes. They, in fact, escape everything that the administrative machinery of state, which is responsible for enforcing laws, regulations, and also responsible for delivering rights, universal rights, simply does not reach them. So, if
That is the situation. The downside is that if we're talking about universal health coverage or universal access to education, who is going to do it? The government can't do it, so who will do it? The issue is that governments, because they do not collect taxes from the vast majority of the population, cannot afford the subsidies that they give to the poor. So the most unsustainable business in development in the last 60 years has been the thrust of government subsidies. They simply don't reach. There isn't enough money to pay even the most minimal subsidies to everybody. So not scalable and not sustainable. Let's quickly look at community-based welfare. We're talking here about pools which have a characteristic process, no characteristic product. What people prioritize depends on each community. How they prioritize has a certain pattern. Consensus plays a huge role. Rules in use, village rules, are very important. The flow of information within the village, gossip, is an extremely important business tool because it makes everybody behave along the rules of the community. Now, that means that if you've got a community-based structure that creates pooling of both money in small amounts and priorities, you've got wealth that has been created, which the government cannot create because it cannot collect even that amount of money by way of taxes. So the most interested party that should actually support this process should be governments. It gives them the way to recognize, to identify the population, and to build supportive environment for such pools to create. This is not what is happening. What is really happening is that what occurs in the informal sector, the asset creation model, which goes against the money lending model and against the subsidy model, simply develops on its own outside the regulatory framework and flying below the radar. So what have we learned very quickly from what really works in this context? We first of all learned that people, even very poor people, are willing to pay, but they're willing to pay for things that are relevant for them, not relevant for somebody else. And therefore, nobody from the outside can come and tell them, I know what's good for you. The answer to that is, I'm too poor to pay. And I'm too poor to pay is a statement which says, if you think you know better than me my life, I'm too poor to pay for your mistakes. I've done it before. Go away. David, you have to conclude now. Yes. The second is, there is willingness to pay, but there is also an insistence on self-governance. In other words, if we want to create that dynamic of shared prosperity, it is about governance, not only about who owns what money. And the biggest important thrust that we need to identify here is that there is here really a shift of power relations. The biggest power that has commanded everything that we know from the informal sector used to be the moneylenders, including the microfinance industry, which has failed many. When people create their own asset and govern it, the biggest winners are the communities. And within the communities, the most empowered part of the society are women. I'll stop here. I just want to quote one thing which is important to give the thrust of the whole thing, and that's a quote from Gandhi. Gandhi said, what is unique about humanity is not that we are human, but that we are humane. Thank you. Merci. Je vous avais prévenu que ce sera du haut niveau, hein, vous avez dit. Alors, donc poursuivons, c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses, avec Mourad Ezine, donc d'Erasmus Rotterdam College. Oui, c'était vous, pardon, je me trompe, c'est David Dror que j'ai pas... Non, c'est fait. Je suis... Voilà, c'est à vous. À vous. Je n'ai aucun rapport avec Erasmus. Non, c'était le... Ouais.
Merci. Ouais, Alors, dans mes pour notes. les quelques minutes qui me sont accordées, je vais les diviser en deux. Dans la première partie, je souhaite abonder dans le sens de M. Azoulay. Ensuite, puisqu'on parle d'inégalité, parler de l'éducation, le grand égalisateur qui est supposé être le système éducatif. Au Centre pour l'intégration en Méditerranée, nous avons réuni récemment 23 experts venus de divers pays au sud et au nord de la Méditerranée, non seulement du monde académique, mais aussi de la société civile et des responsables même du secteur privé. Et nous leur avons demandé de réfléchir sans aucun agenda sur la crise autour de la Méditerranée. Ce qu'ils ont fait d'abord, c'est assez remarquable, ils se sont mis d'accord assez rapidement sur cette crise, ce que c'est cette crise et son diagnostic, et sur les principales solutions qu'ils pensent il va falloir lui apporter. Alors, ils ont constaté deux choses. Le monde arabe est en mouvement après s'être arrêté pendant assez longtemps. Ces mouvements au niveau politique se traduisent par tantôt des confrontations qui peuvent être violentes, guerre civile, tantôt des tentatives de compromis. Mais en général, ce qu'il y a eu autour de la table, c'est un certain optimisme que, grâce aux constitutions qui ont été votées, qui sont progressistes, grâce à la société civile qui se réveille, s'organise et devient extrêmement active dans la plupart des pays, les jeunes qui s'organisent dans les réseaux sociaux, ils sont plutôt optimistes. Cependant, il y a une crise économique très importante. Elle existait déjà, sous une autre forme peut-être, mais aujourd'hui, elle est grave et les pays n'ont pas commencé à réfléchir sur le nouveau modèle économique et le nouveau contrat social entre le citoyen et leur gouvernement. Au nord, l'Europe, comme vous l'avez entendu au cours de ces journées, l'Europe doute d'elle-même, la croissance est faible, la création d'emplois est faible, et même il y a de l'inégalité, comme on en parle aujourd'hui, ce qu'ils appellent l'exclusion, qui n'est pas très différente de ce qu'ils voient au sud. C'est des sociétés où le contrat social semble s'être fragilisé. C'est une opportunité historique, d'après ce groupe, pour revoir les relations entre le Nord et le Sud. Parce que sortir de cette crise va devoir travailler ensemble différemment. Et ils avancent 4 thèmes importants sur lesquels il va falloir se concentrer. Le premier, on en a parlé, c'est la recomposition des chaînes de valeur sur la base de coproduction entre le Nord et le Sud. Le deuxième, c'est le soutien à l'économie rurale, parce que la situation au sud de la Méditerranée n'est pas très différente de l'Inde. La plupart des pauvres sont dans le milieu rural. Par exemple, le Saïd, en Égypte, compte 50% de la population et 83% des pauvres. Et dans le nord-ouest de la Tunisie, le taux de pauvreté il est 4 fois supérieur à celui de Tunis. Troisièmement, la sécurisation de la mobilité des personnes légalement installées sur l'espace commun, et ça, on en a parlé beaucoup. Et le quatrième point que je vais essayer de développer un peu, c'est le soutien au développement de l'économie de la connaissance, avec ses composantes qui sont l'éducation, les infrastructures d'information et de communication et le système de l'innovation. Alors, très rapidement sur l'éducation, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à faire au Sud, mais disons que les pays du Sud ont beaucoup investi dans les systèmes éducatifs. Il y a un capital humain et les progrès pour l'accès à l'éducation ont été extrêmement importants et continuent dans le temps. Par contre, la qualité est un vrai problème aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde les résultats des tests internationaux comme PISA et TIMSS, on se rend compte que 65% des élèves en Tunisie de l'école primaire ne maîtrisent pas les savoirs et les compétences de base. Et
un peu plus au Maroc. Donc avec ces résultats-là, ces écarts en termes de qualité de l'éducation, il est très difficile de voir une convergence de la compétitivité et entre la rive sud et nord. Et peut-être puisque je n'ai plus le temps, s'il faut se concentrer sur un seul sujet, il faut renverser complètement l'approche. Il s'agit maintenant de se préoccuper de la qualité, c'est-à-dire mettre des normes d'apprentissage pour tous les pays et de mesurer l'apprentissage des élèves. Il faut que l'évaluation ne soit plus tabou, et on l'a entendu même à l'encontre d'autres pays. Il faut que les résultats des évaluations soient renvoyés aux équipes pédagogiques, aux parents et à la société civile pour qu'il y ait une action au niveau de l'école pour l'amélioration de la qualité et pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance au niveau de l'école. C'est au niveau de tous les cycles de l'éducation. Je termine par le dernier point très important, parce que je ne peux pas ne pas le dire. J'entends toujours les gens dire qu'il faut faire un peu plus dans l'enseignement supérieur, renforcer la formation continue, etc. Mais la science nous dit quelque chose de différent, que ce soit les économistes qui ont travaillé dessus ou ceux qui font l'étude du cerveau. Les choses se passent beaucoup plus tôt. Les savoirs critiques qui sont essentiels à l'économie du savoir s'acquièrent très tôt, souvent avant l'enseignement primaire. La période de la petite enfance, de l'enseignement préscolaire est essentielle pour l'acquisition de ces savoirs. Et la moitié des enfants maintenant dans les pays au sud de la Méditerranée n'ont pas accès à une forme d'éducation préscolaire. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Mourad. Je ne sais pas si c'est que vous êtes comme moi, mais la citation de Gandhi me trotte dans la tête. On n'est pas seulement human, on est humane. Est-ce qu'en français, on a deux mots? Je dépose ça aux profs de lettres qui sont sûrement dans la salle. Et si en français, on n'a qu'un seul mot, est-ce que c'est pas par hasard? Voilà, je vous laisse 1 heure pour réfléchir. Non. Vous me direz tout à l'heure. Alors, Fouad, maintenant, nous passons dans un autre pays, moins loin que l'Inde, mais plus près, loin quand même, la Turquie. Et quel est l'exemple turc qui est plutôt un exemple, à ce moment-là, positif de lutte contre les inégalités? Thank you, Chairman. I'd like to begin by thanking the organizers for inviting me to this very important conference. What I would like to do in 5 minutes is to talk about the Turkish experience in 2 ways. One actually is to suggest that the Turkey's experience has been one of the successful ones, but of course sharing prosperity has to be considered seriously and critically, because some of the Gulf states, some of the anti-democratic states could be, sort of attempting to share prosperity without being, anti-democratic, especially very rentier and an authoritarian way. So in this sense, I would suggest that we should think of shared prosperity with a broader concept of inclusive growth. And inclusive growth is a kind of growth in which we have commitment to free market values, but we merge them with the responsible, sustainable and human development. And in doing so, not only the distributive aspects, but also poverty eradication, job creation becomes extremely important, and also establishment of the inclusive institutions have been quite important.
And then when we look at the Turkish case, I like to actually have two periods from 2001, Turkish financial crisis, to 2011, when Turkey has followed the path of inclusive growth, and from 2011 today, and Turkey has drifted away from the inclusive growth. And I will suggest that inclusive growth, in which attempts to share prosperity, is very, very important, not only creating a kind of a sort of an egalitarian society, but also creating economic growth mechanisms. How Turkey did it in this relatively in a relatively successful way. I will talk about very in a point form seven mechanisms by which Turkey actually have implemented. Of course, first was macroeconomic stability after 2001, in which we have actually banking reform, independence of central bank, effective regulatory institutions, and financial discipline. But in doing so, Turkey also secondly has applied a comprehensive social program that encapsulated not only the distributive aspects, but also job creation by enlarging the labor market. Thirdly, through informal and formal mechanisms, Turkey's government has attempted to fight against poverty. We have actually a very good poverty eradication in Turkey. Fourthly, the government has invested very strongly in education and health services, and do it in a very, very sustained and robust way. And fifthly, Turkey's comparative advantage in relation to the other emerging markets like Russia, India, Brazil. We have an EU anchor. In 2001-2011, Turkey's EU anchor has been strong, which actually helped Turkey to create inclusive institutions and also attempt to legal and constitutional reform to enhance its democracy. And sixthly, Turkey actually has also been successful in creating a middle class, and Turkey's per capita income increased from 2,500 a year to 10,700 a year, and in this sense 40% of Turkish population is middle class right now. And seventhly, Turkey's proactive foreign policy, in which Turkish state has acted as trading state and humanitarian state, justified this inclusive growth. And in this sense, actually 2001-2011, through inclusive growth strategies, Turkey has created entrepreneurial creativity and innovation, and also sustained economic growth. In which case, we have actually a very important reference to constant attempts to institutional reform and democratization. But since 2011, Turkey actually has been drifting away from a number of important institutions of the inclusive growth. For instance, government is drifting away from democracy and inclusive institutions, and in the name of economic competitiveness is attempting to centralize and monopolize its power. And secondly, the Turkish government, again in the name of economic competitiveness, trying to control central bank and regulatory institutions, and the independence of the central bank and the financial discipline at stake right now. And then thirdly, what I call the government, again in the name of economic competitiveness, switching towards what I call merciless growth, rather than inclusive growth. In which case, rather than inclusive mechanisms, and rather than fighting against poverty and enlarging labor markets, as in the case of the recent mining disaster, the government actually is getting rid of these kind of mechanisms. And finally, the EU anchor actually is getting weaker. So in this sense, what I would like to suggest at the end, the commitment to democratization, commitment to inclusive institutions, and commitment to inclusiveness is absolute, not only for economic growth, but also for enlarging labor areas, and also reducing poverty in a given society. What's the informal sector in Turkey? Question yes, relative we have to actually India. 50% informal sector, and when I was talking about the establishment of the inclusive institutions, there is also a reduction of the informal sector.
down to 48 to 50% right now. And it 40. will, 40. no, 40. 14. 40 Okay. to 40%. And, but we are actually drifting away from them in the last 2-3 years. Merci Fouad. Alors maintenant nous revenons, si vous le voulez bien, en France avec Jean-Pierre Ménanteau. Et là, évidemment, est-ce qu'en cette période de mutation technologique très forte, de changement démographique très fort, c'est-à-dire évidemment du vieillissement en particulier, est-ce que la question qu'on se pose sur une prospérité partagée doit être reposée avec de nouvelles définitions? Est-ce que, au fond, quelles sont les clés au futur de ce que nous appelons une prospérité partagée? Eh bien, la repensée, c'est ce que nous croyons effectivement chez Humanis, car nous pensons effectivement que sur le sujet des inégalités, bien que ce ne soit qu'une réponse, l'idée d'une protection sociale n'est pas une vieillerie des pays occidentaux inventée par Bismarck, Beveridge et le Conseil national de la résistance, mais au contraire l'un des défis majeurs du XXIe siècle auxquels vont devoir faire face tous les pays, ensemble ou séparés, en fonction de leur niveau de développement pour stimuler leur prospérité, car il y a un cercle vertueux entre protection, confiance, économie, protection, confiance, économie. Quand on regarde l'état de la richesse des nations, qu'est-ce qu'on voit au fond depuis quelques années? On voit d'abord que l'extrême pauvreté est en net recul dans le monde. Je rappelle que la part de la population mondiale qui vit avec moins de 1,25 $ par jour a été divisée par 2. Ce n'est pas rien. Pour autant, plus d'1 milliard de personnes continuent de vivre dans l'extrême pauvreté. Et on sait quels dégâts a fait la crise économique. On sait aussi que ce n'est peut-être pas terminé. La question du partage de la prospérité se pose donc d'abord dans les pays émergents, mais aussi un peu dans les pays occidentaux. Si je prends juste un exemple, la France, ce qui est très frappant dans notre pays, c'est d'abord que nous sommes toujours un pays complètement dévoré intellectuellement et psychologiquement par la passion de l'égalité telle que la décrivait Tocqueville, mais que, fait plus sérieux, depuis 2008, la tendance inversée à la hausse des inégalités vient aussi d'une baisse des revenus des plus pauvres. C'est un petit indicateur par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure en termes de sécurité quotidienne dans d'autres pays. C'est néanmoins quelque chose à suivre. Je suis très frappé par quelque chose cette année, c'est que jamais on a autant parlé d'inégalité dans le monde et jamais il y a eu autant de travaux théoriques. Quand on voit le FMI, quand on voit l'OCDE qui travaille sur la croissance inclusive, c'est vraiment le sujet qui émerge cette année et ce n'est pas très étonnant. Avec le Thomas Piketty. Et Thomas Piketty, bien sûr, et tous les débats derrière. Jamais on a autant parlé de ce sujet-là, c'est extrêmement frappant. Je rappelle que c'est justement au cœur des travaux de John Rawls, qui est le dernier penseur à avoir vraiment réfléchi sur cette question, et qui, après tout, quand il dit que la question clé, c'est pas tellement la légitimité ou non des inégalités, mais c'est la juste égalité des chances, on retrouve aussi d'une certaine manière, d'une manière totalement renouvelée, le vieux chemin ancestral de la charité qu'on peut retrouver dans toutes sortes de cultures. Bref, l'enjeu de la prospérité, ça se joue bien dans la promotion de la mise en place de solidarités responsables et innovantes qui permettent le partage de la prospérité. Pour deux raisons, pas seulement par simple générosité ou attention aux faiblesses humaines, encore que retrouver ce sens de l'attention aux plus faibles et fragiles et de leur dignité, c'est juste retrouver une attitude authentiquement humaine, comme le soulignait Gandhi, mais aussi parce que, même si on se place dans la sphère froide de l'analyse économique classique, finalement très réductrice de l'être humain et de l'immatériel, on sait que la prospérité ne peut pas être durable si elle n'est pas partagée et si on ne trouve pas un bon équilibre entre liberté, responsabilité, solidarité pour créer un cercle vertueux de confiance. Ça, on le sait maintenant. Or, il existe effectivement, alors quand le système fiscal est installé, c'est un point majeur, des systèmes de partage institutionnels et des structures de partage du risque et de la richesse qui permettent une croissance durable, ça s'appelle la protection sociale. Voilà. Alors, voilà, je crois que c'est assez clair là-dessus. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques années, à l'issue de la crise de 2008, le BIT avait sorti un rapport, suite à la commission Bachelet, qui recommandait une notion de socle de protection sociale mondiale. Je rappelle aussi que 3 humains sur 4, on parle d'humains, n'ont pas de protection sociale. Aujourd'hui, sur Terre, c'est ça le sujet. En Afrique, le rapport Bachelet montrait aussi que le traitement contre les parasites intestinaux coûtait moins d'un $1,5 par an et réduisait l'absentéisme scolaire de façon drastique. Bon, je passe là-dessus. Néanmoins, c'est clair que c'est un sujet majeur du XXIe siècle. Alors pour l'illustrer, au-delà des débats qui agitent les pays occidentaux aujourd'hui sur combien ça coûte, quel est le financement sain, qu'est-ce qu'on mutualise, qu'est-ce qu'on ne mutualise pas, quel est le rôle économique de stabilisateur, je voudrais poser le fait qu'à l'avenir, nous avons un chantier fichtrement redoutable. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a des enjeux démographiques qui déforment absolument tout. La longévité,
L'intergénérationnel, sommes-nous dans de l'équité intergénérationnelle ou pas? Est-ce équitable aujourd'hui en France? Est-ce équitable aujourd'hui en Chine, où il n'y a quasiment pas de protection sociale et où ce sont par centaines de millions que des retraités vont arriver à l'âge de la retraite avec rien et risquent juste de retomber dans la pauvreté dont ils étaient sortis momentanément? Urbaine, Richard nous en a parlé, mais aussi migratoire. On parle beaucoup de la concurrence fiscale qui agit sur les assiettes fiscales des nations, mais aussi sur la mobilité du travail. On parle moins de l'attractivité des systèmes de protection sociale différenciés qui provoquent des mouvements migratoires et qui alimentent aussi, dans les systèmes les plus généreux, des chocs de méfiance dans les populations sur l'équité de ces systèmes de protection sociale. Économique, je vous rappelle que cette année, Tyler Cowen a écrit une thèse qui est absolument sidérante et glaçante, qui craint que, en fait, avec les révolutions économiques et technologiques, on se polarise autour d'une part des gagnants, 10 à 15% de la population, qui sauront faire fructifier le numérique, vont prospérer et vivre de manière captivante, et puis les perdants, tous les autres, remplaçables par des machines intelligentes, devenues inutiles ou dépossédées de toute initiative. Et technologique, ça c'est encore une autre dimension, on vit la convergence des nanosciences, c'est une vraie troisième révolution industrielle. Demain, après-demain, après-après-demain, la numérisation et les objets connectés vont nous lancer un défi sans précédent, à travers un choc de personnalisation des données personnelles et des comportements individuels et de leur impact sur les systèmes de protection sociale collective. Est-ce qu'il sera supportable de payer des cotisations élevées quand on aura un comportement responsable sur sa santé, tout en sachant que les autres ne l'ont pas? Vrai défi d'avenir. Bref, il va falloir y réfléchir, et je crois profondément, nous croyons chez Humanis, que comme à la fin du XIXe siècle, il est urgent d'élargir la mobilisation de l'intelligence prospective, puisqu'on est aux rencontres des économistes, à commencer par les économistes, sur tous ces thèmes, pour commencer à tracer, trouver les sillons qui permettront de bâtir demain des sociétés de confiance, interconnectées, mondialement, dynamiques, affrontant finalement les nouvelles frontières de l'aventure humaine, et non pas des univers hyper individualisés, déshumanisés, où finalement la violence et où l'hypercontrôle social seraient les ultimes recours pour tenter de contenir les conflits issus de la défense généralisée, comme tous nos ados sont en train de le voir dans des films de science-fiction au cinéma. Merci beaucoup. Tout le monde ici espère que votre première hypothèse, évidemment, sera la bonne. Rémi Weber, le dernier intervenant, va nous expliquer très concrètement comment on fait pour maintenir une solidarité, maintenir des inégalités pas trop élevées quand les métiers changent. Et comme ils changent tout le temps et très vite, comment on fait? Oui, je crois que c'est une excellente question. Je voudrais quand même dire en ouverture que partager une prospérité, c'est d'abord se mettre en position d'être prospère. Ça vaut pour le monde, ça vaut pour les pays, ça vaut pour les entreprises, et ça vaut aussi pour les banques qui sont des entreprises et qui sont et resteront des acteurs incontournables de la réallocation de ressources. Notre activité de transformation d'épargne en crédit nous place à la croisée des flux provenant des uns pour aller vers les autres. Je reviendrai sur ce point-là. Mais avant toute chose, la banque, c'est une entreprise, une société comme les autres, une organisation, une société, societas, l'union, par l'union des femmes et des hommes qui la composent, l'organisation participe d'une forme essentielle de redistribution, celle du capital humain et même au-delà de la richesse humaine. Pour qu'une entreprise soit durablement efficiente, je pense sincèrement qu'elle doit reposer sur une forme de méritocratie. Et la progression des individus dans une entreprise se fait certes d'une part par l'expérience, les échanges autour de l'expérience, mais aussi par la formation. Et ça rejoint le thème de l'éducation plus large, la formation au sein d'une entreprise. Dans les deux cas, il s'agit d'une redistribution du capital intellectuel et humain au sein de l'organisation. Et je crois que pour ce qui est de la formation, l'entreprise elle-même finance, valorise cette augmentation de ce capital intellectuel de l'ensemble des équipes qui composent l'entreprise. Je pense que je voudrais l'illustrer par un exemple. Notre groupe, La Poste, 267 000 personnes,
un métier qui est en perte de vitesse logique, du courrier avec la montée en puissance très forte du numérique, vous le comprendrez tous, la montée en puissance de l'activité de banque et d'assurance, 30 000 personnes dans la banque, 40 000 personnes dans les guichets, les bureaux de poste que vous connaissez tous, puisqu'ici, il n'y a que des clients et des futurs clients. Bref, vous voyez une force de travail, un capital, une richesse humaine extraordinaire qui doit vivre des transformations. Nous allons créer un nouveau métier dans l'environnement de la banque, autour du marché des professionnels, et nous allons le faire avec les femmes et les hommes de groupe, avec les postières et les postiers. Vous mesurez l'ampleur de la tâche, vous êtes facteur, vous devenez guichetier, de guichetier vous devenez guichetier vendeur, produits simples, vous deveniez commercial du marché du particulier, commercial du marché des professionnels. Bref, nous considérons que cette transformation de l'ensemble des équipes avec des métiers qui donnent une forme de prospérité au bout est pour nous la clé de la préservation de notre contrat méritocratique au sein de la Poste. Se dessine ainsi l'idée qu'au sein d'une organisation, la redistribution des compétences précède le partage des ressources. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, parce que le temps est évidemment très compté, c'est rappeler ce rôle essentiel dans le partage de prospérité des banques. Même si la crise a pu ternir l'image des banquiers, le banquier de détail, le banquier est en face de ses clients, il transforme l'épargne en crédit, continuera de le faire, et il allouera des ressources de plus en plus courts en emploi à long terme pour investir dans l'ensemble de l'économie. On est bien dans un rôle de favoriser le partage de la prospérité. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on soit embêté trop par l'instabilité des politiques fiscales. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, mais un cadre fiscal stable et sur la durée est une gage de stabilité et d'investissement et permet une réallocation à long terme des ressources. Deuxième point habituel, je le cite tous les ans, donc je vais le faire cette année comme les autres fois, c'est le durcissement des règles prudentielles. Est-il normal pour un banquier qu'il regarde un investissement dans un projet moins qu'il ne regarde les règles prudentielles de ratio de solvabilité ou de liquidité? Non. Donc, il ne doit pas le faire et il faut rester au plus près des prises de risques et continuer de les faire, parce que si on ne les prend plus, ou alors on ne les prendra plus que pour ceux qui en ont le moins besoin, et seront donc exclus le crédit à des agents économiques, ménages ou entreprises, qui auraient un besoin plus important de partager la prospérité. Alors il y a des solutions, les microcrédits, les services bancaires universels, la banque postale, banque et citoyenne, elle est au cœur de banque de tous. Nous avons un segment de clientèle dans lequel on est champion du monde, c'est évidemment le segment de la clientèle des plus fragiles. C'est notre vocation, c'est notre mission de service public. Mais il voit sans dire que pouvoir honorer ces missions, c'est pour être en position de le faire et de le faire durablement, parce que sinon, la répartition de la richesse, elle ne peut être correcte. J'en terminerai en mettant l'accent sur notre plateforme téléphonique qui s'appelle l'Appui, qui a été mis dans les projets du président de la République, la France qui s'engage. C'est une forme, on va dire, de family office pour les plus fragiles, de telle sorte qu'ils aient l'accès, comme tous les autres segments de clientèle, au partage de la prospérité, même s'ils en ont peu, et en tout cas au respect de la dimension humaine de chacune et de chacun. Merci. Chez nous, chaque client est précieux, comme l'est chaque collaborateur. Merci. Merci Rémi. Voilà peut-être une réponse au face-to-face dont parlait tout à l'heure. Alors malheureusement le temps s'écoule, vous voyez déjà, vous entendez déjà du brouhaha. Il y a une question quand même de nos étudiants. Alors Benjamin Boutin, s'il vous plaît, il faut que vous trouviez un micro, le voilà. Elle court même. Bonjour, merci beaucoup. Alors Benjamin Boutin, diplômé de Paris 11 et spécialiste de francophonie, Collez le micro contre francophonie voilà, économique. Voilà. Ma question porte sur les rentes. Collez-le. Est-ce qu'il est possible de diminuer ces rentes financières, immobilières, foncières, afin de favoriser la dynamique dans l'économie, réorienter ces rentes vers davantage d'investissements
ou les diminuer peut-être par d'autres outils que la fiscalité. Et puis au niveau international, comment imaginer un partenariat qui soit davantage gagnant-gagnant, et en particulier entre les deux rives de la Méditerranée. Richard. Well, this is what do I do? Is this on? This is an excellent question. And it's really a question about the ways in which we look at the structures of control in society rather than, as we're looking now, at the distribution of, sheer distribution of resources. I think if you want to lessen poverty in India, you have to think about Paris. If you want a more just distribution between Mexico and the United States, you have to think about Washington. And that's why people like me insist that the discourse that we have about inequality now is a discourse that is not sufficiently rigorous to understand the causes of what's producing inequality. We are too focused on the sheer fact that inequality exists at the extremes rather than looking at the machine that produces this among many other things. This same machine, if I may say one thing more, that produces the phenomenon that you're talking about, produces all sorts of psychological and social disorganization. If you just focus on distribution, you don't focus on what the machine's true power is. Thank you, Richard. Alors, il nous reste à écouter, s'il vous plaît, les conclusions de notre professeur Akiko qui va tirer un peu les leçons. Et donc, comme elle tire les leçons, les élèves restent assis calmement jusqu'à la fin du cours. Merci. Je vais tirer les leçons en 4 mots, donc ça sera bref. L'inégalité, ce n'est pas une mesure, ce que nous avons appris. L'inégalité, on revient au cœur, c'est la justice. Ce n'est pas une mesure, c'est une expérience vécue. Les luttes contre cette inégalité vécue, c'est les institutions, l'État, le pouvoir politique, la communauté, les réseaux, les entreprises et les banques. Et au cœur de tout cela, c'est quand même nous, les hommes, notre manière de nous former, notre manière de pouvoir faire le travail que nous voulons, que nous souhaitons faire, et aussi la possibilité de pouvoir aller là où nous voulons travailler. Merci. Merci Akiko, merci à tout le monde. Merci beaucoup messieurs. Et voilà.